Alors, donc, pour venir à la table ronde qui nous occupe, donc rénovation bas carbone et économie circulaire, aujourd'hui, on est dans un contexte où il y a une vraie prise de conscience que les ressources sont limitées d'une manière générale et pas uniquement la seule énergie. Et maintenant, si l'économie circulaire et le fait qu'il faut s'engager dans cette démarche n'est plus une question, la mise en place de la démarche en pose, notamment s'entendre sur les termes, parler le même langage, changer les méthodes de travail. Cela réinterroge la notion d'usage également. Antoine Desbarrières, vous représentez l'Alliance HQE-GBC et il y a déjà des choses qui existent aujourd'hui en la matière. Donc est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots en termes de cadre de référence et d'expérimentation ce qui existe déjà? Bonjour. Alors, l'Alliance HQE-GBC, donc, tout d'abord, a vocation au travers d'un cadre de référence qu'elle a élaboré en 2015 sur la notion de bâtiment durable, apporter une démarche autour de projets qui valorisent une meilleure qualité de vie, un respect de l'environnement, un meilleur respect de l'environnement, une meilleure performance économique. Tout ça se fait avec ses membres, 400 membres environ, hein, principalement professionnels. Ça se fait au travers aussi de certifications, certification HQE, qui concernent dans le secteur du logement environ la moitié des logements qui sont logements collectifs qui sont construits en France, et dans le tertiaire environ 12% des bâtiments qui sont construits. Alors ce cadre de référence, il date de 2015 et l'Alliance HQE-GBC a souhaité en 2017 approfondir le sujet de l'économie circulaire et à partir des définitions existantes au niveau international, normatif, au niveau français qui était proposé par l'ADEME, de proposer une définition propre à la construction, au bâtiment, et élaborer donc ce cadre de définition de l'économie circulaire, dont je vous montre un exemplaire qui est téléchargeable sur le site de l'Alliance. Alors ce cadre de définition, qu'est-ce qu'il nous dit? S'appuie sur une quinzaine de leviers, eux-mêmes répartis dans 5 grandes familles. Donc une notion de management, management de l'ensemble des parties prenantes, et puis sur ces familles, donc une première famille qui est l'optimisation territoriale des flux. On va parler là des notions d'approvisionnement durable, avoir une bonne connaissance des gisements, des potentialités. Donc on est sur le territoire. Une deuxième grande famille, c'est la sobriété. Donc la sobriété, c'est bien concevoir une conception durable, c'est optimiser les besoins, par exemple. La quatrième grande famille, c'est l'allongement de la durée de vie. Et là, on va retrouver des sujets relatifs à la pérennité des équipements des produits, relatifs au coût global. Hein, donc on est dans cette dimension économique. Et puis une dernière grande famille, bien sûr, autour des ressources, autour de la limitation de production de déchets, avec les sujets de recyclabilité, de réemploi, de réutilisation. Donc ça, c'est ce à quoi a travaillé l'Alliance. Alors concrètement, ça a débouché dans les certifications dont je parlais tout à l'heure, par des exemples concrets. Donc sur le secteur du logement, Cercal, dont filiale de l'association Qualitel, porte la marque HQE associée à la marque NF Habitat. Et là, il y a dans le référentiel NF Habitat HQE un profil économie circulaire qui a été mis en place en 2018, donc c'est assez récent. Mais vous allez le voir sur les chiffres, on est encore sur quelque chose de très émergent, puisque c'est au total aujourd'hui une dizaine de projets seulement qui sont inscrits en construction dans le cadre de ce profil, dans le cadre de la certification. Donc une dizaine de projets par rapport au volume que j'évoquais tout à l'heure, qui sont plutôt de l'ordre de 3 000 à 4 000 projets par an. On voit que ça reste assez limité, mais en tout cas, le cadre existe. Il existe, et d'ailleurs, il est aussi repris par un certain nombre de collectivités territoriales, d'aménageurs. Je prendrai l'exemple de la ville de Paris, qui prescrit ce profil économie circulaire dans le cadre des projets de construction de logement social, notamment. Et puis, à brève échéance, donc au mois de juillet, ce profil économie circulaire traitera aussi des sujets de rénovation dans le cadre de la certification.
Et dans le domaine du tertiaire, porté par Certivea, filiale du CSTB, là aussi le profil économie circulaire est bien en place. Dernier point peut-être pour répondre à votre question sur ce à quoi travaille et à quoi concourt l'Alliance HQE GBC, notamment sur ce volet économie circulaire et bas carbone. Bien sûr, elle gère, elle administre la base IGNES. Alors la base IGNES, ce sont un peu plus de 2500 données au travers des FDS, donc fiches de déclaration environnementale et sanitaire, des PEP, profil environnemental produit, qui permettent donc d'avoir des indicateurs fiables, pertinents en matière de production de déchets, mais aussi en matière de préservation de la ressource. Voilà, donc tout un bagage, tout un outil appuyé sur les normes qui va être utile et pratique pour l'ensemble des professionnels dans le cadre d'une construction, d'une rénovation et dans l'intégration de l'économie circulaire dans ce projet. Voilà, donc appuyer sur des normes et une harmonisation des données pour qu'on compare des choses comparables. Donc ça me permet de donner la parole à Monsieur Ossé, qui est président de Solinen, mais aussi très investi dans les commissions de normalisation et dans ces travaux-là. Donc effectivement, comment on rationalise les choix à partir de normes, de référentiels et on parle le même langage? Oui, effectivement, moi je suis président du sous-comité 17 de l'ISO TC 59 qui produit les normes en matière de développement durable dans la construction et les ouvrages de génie civil. Donc il y a tout un corpus de normes qui sont développées et qui continuent à être développées pour prendre en compte les sujets développement durable, donc non seulement environnement, mais aussi social et économique associés à la construction, et donc qui a été mentionné tout à l'heure, et qui sert de base pour les travaux. Très concrètement, ces normes, c'est souvent on entend parler de les normes, il y en a trop, ça sert à rien, il faut en mettre moins. Très concrètement, ces normes, c'est le regroupement des meilleures pratiques au niveau mondial en matière d'évaluation et qui vise à aider les gens à travailler, à ne pas se reposer les mêmes questions, à se dire ah mince, quelle bonne idée je devrais avoir pour évaluer. Et c'est là où la rationalisation, elle va venir, parce qu'effectivement, on est en train de se dire, quand on va comparer des choses entre elles, il faut avoir une fonctionnalité un peu similaire. On va se dire aussi que l'intuition, le bon sens paysan n'est pas toujours la solution pour répondre à tous les problèmes, et que parfois, ces évaluations, elles montrent que justement, une idée de bon sens, non, elle ne marche pas. Et que quelque part, elle va engendrer un peu plus d'impact. Donc d'une certaine façon, voilà, les normes, elles vont permettre de cadrer, d'aider les gens à travailler et justement, au niveau des pays, d'avancer. Je parlais de l'ISO parce que c'est mon truc, mais il y a aussi au niveau européen, au niveau du CEN, tout un corpus de normes qui sont développées et qui sont très appliquées en France, notamment dans les FDES dont on a parlé tout à l'heure, ou dans les travaux de la future RE 2020. Merci. Donc, effectivement, tous ces concepts et toutes ces définitions, c'est aussi extrêmement concret. Madame Petria, donc, vous représentez Eiffage, et d'un point de vue très opérationnel, on peut toujours valoriser les matériaux, mais ça dépend si on déconstruit totalement ou non, ça dépend si on réutilise ou si on réemploie, etc. Donc, les choix de départ du maître d'ouvrage ont finalement un vrai impact sur ce qu'on va pouvoir en faire ensuite. Oui, c'est même de la gestion de projet qu'il s'agit, puisque finalement, au lieu de parler de démolition, l'idée c'est de partir sur la déconstruction, qu'on soit sur de la déconstruction partielle ou totale, qu'on soit sur de la restructuration lourde. Et donc du coup, forcément, quand vous vous dites je mets 2 mois dans mon planning, je trouverai bien un démolisseur qui va... tout béné en 1 mois, c'est pas la même chose, enfin je caricature bien sûr, c'est pas la même chose que de se dire alors qu'est-ce que je peux récupérer, c'est quoi les matériaux, c'est quoi les équipements qui sont dans mon bâti et qu'est-ce que je peux en faire, qui pourrait les récupérer pour différents types de valorisation, à commencer par le réemploi. Et donc forcément, c'est pas la même façon d'envisager son projet au départ, c'est pas la même expression de besoin, et donc le planning et les prescriptions diffèrent un peu. Merci beaucoup. Monsieur Meunier, donc vous représentez Elliott, qui est une filiale d'Egis, et vous avez un discours assez tranché de dire faire un bâtiment neuf, aussi performant soit-il d'un point de vue énergétique, si c'est pour en déconstruire un autre avant, globalement, généralement, c'est quand même pas d'une façon globale une bonne solution. Non, c'est déjà ce que j'aimerais bien faire, c'est un petit pas arrière et de rappeler que
un Français moyen consomme en général 10 tonnes de carbone par an, et en 2050, il faudrait viser 2 tonnes. Donc nos méthodes, notre façon de travailler, tout le monde entier, et c'est pas seulement le bâtiment c'est que 30% de ces 10 tonnes ou de ces futures 2 tonnes, doit changer son logiciel. Et effectivement, dans mon quotidien, quand je propose d'utiliser des matériaux réemployés, on me regarde assez bizarrement. Quand en plus, j'ai un exemple assez récent, on n'arrive pas à proposer des matériaux réemployés moins chers que des matériaux neufs, mais à prix d'un matériau neuf, et même à prix constant, c'est pas évident pour un constructeur et c'est pas évident pour une maîtrise d'ouvrage. Et l'autre exemple, c'est il est rare quand on a des projets où il y a de la démolition que l'hypothèse numéro 1, ça soit de réutiliser ce bâtiment. C'est souvent l'hypothèse numéro 2. Alors effectivement, dans les projets où le coût de la construction et la pression foncière est énorme, on se doute bien que si on peut gagner 10 mètres carrés, il va y avoir un prix intéressant, mais ne pas avoir en solution numéro 1 et éventuellement la solution de rechange de démoli, ça montre à quel point il faut qu'on revoie entièrement, et je parle que ce soit de l'ingénieur, l'architecte, le constructeur et la maîtrise d'ouvrage. C'est vraiment la fameuse histoire de changement de paradigme. Il faut qu'on arrête de faire comme on a fait les 50 dernières années. Et c'est ce que nous disait Madame Petria, ça nécessite de revoir les modes de travail, la gestion des flux. Il y a aussi, Madame Petria, des notions de traçabilité, de façon de gérer le chantier, mais qui verraient peut-être vers plus d'acceptabilité aussi du chantier pour le voisinage. Oui, et c'est là où anticiper sur le projet et donc inclure les différentes parties prenantes dans la gestion de projet est importante, y compris les riverains. Et donc coordonner en fait pour rassurer tout le monde autour du réemploi et des autres types de valorisation. Clairement savoir qu'il y a un gisement à tel endroit et qu'il y a telle personne qui est intéressée à tel autre endroit, c'est important, et il faut pouvoir créer le trait d'union entre les deux. C'est d'autant plus important que quand on aborde les chantiers de rénovation énergétique, si on envisage la chose en se disant on balance tout sans réfléchir à où est-ce qu'on les balance, et en achetant du neuf, en espérant que ce neuf soit éco-conçu, même s'il est plus performant, on va créer des décharges de choses qui sont obsolètes, et donc on crée de l'obsolescence écologique. En voulant absolument être plus performant, on met du neuf, donc on est devant un contresens par rapport à l'ambition première, à savoir réduire la pression sur l'extraction de matières premières en amont et réduire la pression sur la production de déchets en aval. Merci. Monsieur Desbarrières, je reviens vers vous sur... donc vous nous avez parlé de ce qui existait déjà en termes de différents labels. Est-ce qu'il y a des choses qui sont en cours, les projets à quelques années, les expérimentations, les prochains résultats sur lesquels vous aimeriez tendre ? Oui, alors on a parlé effectivement de langage, de normes. On a besoin d'objectiver les choses. L'intuition peut être parfois trompeuse, donc objectiver les choses, ça se fait sur la notion de bas carbone aujourd'hui dans le cadre d'un label expérimental, énergie carbone, dans le cadre d'une future réglementation sur le neuf. Mais du côté d'HQE, donc il y a aussi tout un volet d'expérimentation qui se conduit depuis un certain nombre d'années, qui s'appelle HQE Performance. Et nous avons 2 expérimentations sur le sujet. Donc une première qui a été menée en 2017, justement, qui avait pour objet de s'intéresser aux bâtiments rénovés au regard justement de ce label énergie carbone, et d'une part, et d'autre part de l'économie circulaire. Et puis une autre expérimentation sur l'économie circulaire à proprement parler. J'y reviendrai. Alors sur la première expérimentation, les résultats, là aussi, dont je montre ce petit document, puisque les résultats sont connus et été publiés, je vais juste en redire quelques mots, mais parce qu'ils sont intéressants. Donc c'est une expérimentation qui a été menée sur une dizaine de bâtiments rénovés, du logement, du petit tertiaire, du bureau,
on est sur une expérimentation donc limitée, mais qui donne quand même quelques enseignements intéressants. Il s'agissait donc, avec la méthode énergie carbone, sur une durée de vie de 50 ans, de faire des calculs à partir justement des données environnementales et sanitaires sur les émissions de carbone et sur l'ensemble d'ailleurs des indicateurs. Alors, un point particulier, bien sûr, on part d'un bâtiment existant, donc il y a une notion essentielle qui est à prendre en compte, c'est la notion justement du bâtiment existant, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'il advient des matériaux. Et donc là, il y a une notion particulière qui est celle de l'amortissement, c'est-à-dire qu'il faut, selon que les matériaux en place vont être conservés, selon qu'ils vont être évacués, selon qu'on va plutôt avoir recours à bien sûr des matériaux neufs, cette notion d'amortissement en fait, va permettre de pondérer le poids de chacun d'eux, la contribution de chacun d'eux dans le calcul carbone. Et donc les résultats qui sont sortis de cette expérimentation, c'était sur le volet carbone, c'était globalement de se dire que finalement on a alors encore une fois c'est un échantillon limité, une dizaine de bâtiments, mais voilà, on a des résultats qui tentent à montrer que ces rénovations classiques nous amènent vers un niveau pas très éloigné ou proche, ou en tout cas au niveau du niveau carbone 2 du label, donc un niveau plutôt performant. Sur la partie déchets, production de 2 fois moins de déchets sur les déchets non dangereux, donc là aussi des résultats assez probants. Encore une fois, on est sur un échantillon limité, mais c'est quand même des résultats qui sont intéressants. La deuxième expérimentation, elle est en cours. Là, il s'agit quelque part de définir des indicateurs de circularité et donc de simuler en fait et d'observer les flux entrants et sortants sur un projet de construction ou de rénovation. Les flux matières entrants ou sortants, donc c'est basé sur cette méthode d'analyse de flux matières. Alors les résultats détaillés de cette expérimentation seront présentés le 17 mars, donc j'invite ceux qui sont intéressés à venir à cette conférence qui se tiendra, je crois, au siège de BNP Paribas Immobilier. Et en substance, ce qu'on peut dire déjà présent, c'est que sur la rénovation, on arrive à équilibrer les flux entrants et sortants, donc on arrive à quelque part démontrer évidemment la pertinence de la rénovation sur cet angle circularité. Voilà les 2 sujets sur lesquels nous travaillons et nous avons travaillé. Merci. Et donc, en termes très opérationnels, vous me disiez, effectivement, Monsieur Meunier, ça a des impacts, le changement de la façon dont les matériaux réemployés sont comptabilisés et qui vont plutôt dans le bon sens les dernières évolutions. C'est vrai que une des récentes nouvelles qui date d'il y a quelques mois, c'est que jusqu'à présent, dans le label expérimental E+, C-, les matériaux réemployés étaient comptés comme un matériau neuf. Donc on voit encore que c'est physiquement un peu aberrant. Dans le label BBCA, c'était compté à 0 et depuis quelques mois, les certificateurs le comptent enfin à 0 dans le label E+, C-. Donc on peut valoriser des matériaux de réemploi. Et le fait de le compter à 0, moi, en tant que, même si je suis architecte, en tant qu'ingénieur, je trouve que ce n'est pas forcément non plus la solution idéale, mais c'est là où c'est intéressant que les normes et les labels évoluent en fonction de ce qu'on se projette dans le futur. Il faut favoriser les matériaux de réemploi et favoriser l'économie circulaire. Alors on ne sait pas exactement ce que ça va donner dans la RE 2020. Ça semble plutôt s'orienter vers effectivement un calcul bas des matériaux de réemploi, mais à voir. Et donc, pour avoir un point de vue rationnel et global, Monsieur Hosset, vous me disiez aussi, attention, la boucle courte, elle peut être aussi contre-intuitive. On pense que c'est géographiquement courte. C'est pas tout à fait ça, la boucle courte. Oui, en fait, je me dis ici avec l'audience, peut-être les gens sont bien conscients de ça, mais souvent on se dit boucle courte, c'est on réemploie le plus proche possible. Les gens ont une notion de distance. C'est plutôt une notion d'impact environnementaux générés par l'ensemble des étapes associées à ce réemploi. Et typiquement, si on va juste à côté avec un site industriel qui broie, qui ensuite fait des petits granules et remet sur place, il y aura peut-être beaucoup plus d'impact que, justement, comme illustré tout à l'heure, de trouver un débouché direct
sur le matériau avec le moins d'impact possible, mais un peu plus loin. Donc ça, c'est vraiment ces évaluations-là, des évaluations environnementales de ces boucles qui vont permettre de déterminer lesquelles seront les plus efficaces, et sachant qu'évidemment, si on réutilise, il y a le moins de processus possible, et du coup, ça plaide vraiment pour la réutilisation avant la démolition et la reconstruction, enfin, je veux dire, qui est vraiment à l'extrême. Et donc, pour conclure, en un mot, chacun, vous avez, donc là, on vient d'exprimer la refonte des méthodes de travail et la nécessité de rationaliser et d'avoir des données et des méthodes de calcul harmonisées. Et puis, vous avez chacun soulevé une problématique spécifique. Monsieur Desbarrières, c'était l'économie circulaire et l'environnement, bien sûr, mais n'oublions pas que le bâtiment est fait aussi pour accueillir un homme qui doit être bien, enfin un homme avec un grand H, homme et femme, et l'homme dans son environnement bâti, les notions de confort. Vous avez conclu pour moi quelque part, je n'ai pas autre chose à rajouter. Je fais la réponse ou faire la question, bien sûr, il faut avoir une approche globale multicritère, donc pas se contenter de cet aspect économie circulaire et rénovation bas carbone. C'est particulièrement vrai en rénovation. Donc si on parle de logement, il y a des habitants à loger. Les présentations tout à l'heure l'ont bien mis en évidence. Et puis il y a aussi un enjeu majeur en termes de sécurité des personnes. Et donc c'est ce que nous portons, bien sûr, c'est d'avoir cette approche globale multicritère qu'il ne faut pas oublier. Et de votre côté, Monsieur Meunier, vous n'étiez pas aussi certain que le confort devait être pris à un niveau... Vous me disiez, il y a un impératif climatique, il faut y aller, et puis peut-être qu'on peut se permettre d'être un peu moins exigeant sur d'autres facteurs. Effectivement, c'est ma lutte de tous les jours, comment on peut proposer des choses un peu en dehors de la norme. Tout à l'heure, la présentation parlait de la fameuse limite de 28 degrés dans le logement, le nombre d'heures dont on dépasse. Les études qu'on a menées avec Météo France montrent qu'en 2050, au minimum, on va doubler le nombre d'heures supérieur à 28 degrés. Et que la fameuse blague 2003 sera complètement courant en 2050, en fait, c'est vrai. C'est pas une blague, d'ailleurs. Donc la question, c'est est-ce que 28 degrés reste le bon indicateur ? C'est à quel moment on sera d'accord pour modifier notre confort ? L'autre exemple, c'est sur l'acoustique. On a des règles très fortes sur l'acoustique et sur la qualité de l'air qui sont souvent des contraintes dues à la voiture. Et si on imagine qu'il y a plus de voitures électriques qui, à basse vitesse, font beaucoup moins de bruit et qui polluent moins, est-ce qu'on a des nécessités très fortes de proposer déjà du triple vitrage juste pour ces contraintes-là ? Je ne dis pas qu'il y a une solution facile et simple, mais le monde va évoluer et on doit évoluer dans nos mentalités. Donc comment on fait évoluer et suivre les normes et les labels par rapport à une vision à 20, 30, 50, 100 ans. Et il y a un autre enjeu qui est important pour pouvoir développer l'économie circulaire, c'est toutes les notions de garantie technique, d'assurance. Et c'était vous, Madame Petria, qui trouvait que il fallait aussi que ce côté-là évolue. Effectivement, pour rejoindre ce qui vient d'être dit, l'économie circulaire, c'est une approche globale où l'humain est essentiel. Et l'humain, c'est aussi les parties prenantes autour de ces sujets-là, y compris en termes d'assurance et en termes donc de process de traçabilité. Ce qui est important, c'est qu'on soit tous autour de la table et que chacun ouvre une porte et pourquoi pas donne des axes de travail. Ce serait top, par exemple, que la Fédération française des assurances publie une note sur les axes de travail qu'ils sont prêts à aborder avec les différentes parties prenantes. Et enfin, Philippe Osset, souvent, pour que quelque chose se développe, il faut que l'équilibre économique se trouve, que finalement, il y a un modèle économique. Et vous me disiez, oui, mais il y a des pistes de modèle économique de l'économie circulaire. Effectivement, dans le cadre, le développement de ces pratiques d'économie circulaire, ça peut entraîner de nouveaux business models. On le voit déjà sur des choses qui deviennent très courantes comme les équipements. C'est ce qu'on appelle le fameux passage produit-service. Mais c'est comment faire pour finalement boucler la boucle. Certains parlent de
du berceau à la tombe, du berceau au berceau, hein, se dire finalement, voilà, on va garder la main sur certains produits qu'on vend, et plutôt que les vendre, on va peut-être les louer. Donc c'est une réflexion sur les business models et qui va jusqu'aux matériaux. C'est qu'il y a un moment, certains fabricants de matériaux un peu rares, ils vont dire, bah, moi, au lieu de les vendre et de m'en débarrasser, derrière, je vais plutôt les louer et les récupérer en fin de vie. Avec le bâtiment, avec sa dimension long terme et pas forcément propice à ça au niveau global, mais dans certains éléments, ça peut être vraiment intéressant. Oui, et aujourd'hui, très longtemps, on a eu le réflexe de plutôt acheter neuf, c'était moins cher, c'était moins compliqué. Aujourd'hui, réparer, réutiliser, ça devient aussi plus intéressant et plus simple que ça n'a pu l'être. Merci beaucoup à tous. On va prendre quelques questions. On va se donner quand même 5 minutes de questions, même si on a un tout petit peu débordé. C'est toujours la première, la plus difficile. Non, vous êtes tous affamés en fait, c'est ça. Bon, du coup, si l'un de vous veut rajouter quelque chose, une question que je n'aurais pas posée, vous la posez entre vous. Alors, c'est pas vraiment une question, mais sur l'économie circulaire, il y a des travaux qui sont lancés au niveau ISO, donc toujours un peu les normes. L'ISO TC 323, ça commence juste maintenant, c'est un secrétariat français conduit par la France. Donc tous les travaux existants autour de la circularité, c'est l'occasion de les promouvoir à l'international. Petit appel. Participer aux travaux de normalisation. Et puis moi, je voulais réagir au propos de nos voisins. Les exigences normes en matière d'acoustique ou de qualité d'air ne sont pas liées uniquement à la voiture, si j'ai bien compris. Il y a aussi les bruits intérieurs au bâtiment, c'est quand même, pour parler de l'acoustique. Donc c'est quand même aussi un bon sujet. Et on sait, et Qualité l'a mené à une étude il n'y a pas très longtemps, dans le cadre de son baromètre avec Ipsos, sur la façon dont les Français appréciaient la qualité de leur logement. Les 5 plaies du logement ressortent au travers de ce baromètre. Et les 5 plaies du logement, c'est le confort acoustique, c'est la ventilation, la qualité de l'air intérieur, le confort thermique, la performance énergétique et puis la nature des matériaux. Donc quand je disais il faut avoir une approche globale multicritère, oui, il faut adapter bien sûr les références au changement climatique, mais il faut aussi se préoccuper, vous le disiez, de l'humain, et voilà sa préoccupation. La préoccupation première, c'est celle-ci. Du coup, je compléterai. C'est rigolo de parler des mobilités quand on parle de rénovation énergétique et d'économie circulaire, et en même temps, c'est très cohérent, puisque finalement, c'est une autre façon de vivre et de travailler dans un territoire. Et pour nos chantiers, c'est vraiment une autre façon de les faire accepter et qu'ils s'insèrent encore mieux dans les territoires dans lesquels ils sont implantés. D'accord. Et une très rapide réponse, c'est effectivement c'est plus le changement d'idée, c'est que si on se dit j'ai besoin de poser un triple vitrage, ça veut dire 3 épaisseurs de vitrage. Est-ce que je le fais pour les bonnes raisons? Et c'est là où après on peut réfléchir en économie circulaire. Est-ce qu'un simple vitrage avec un double vitrage réemployé ou un double vitrage avec une peau réemployée qui viendrait localement, qui pourrait être démontée dans quelques années? Et c'est là où il faut arrêter de juste se dire j'ai besoin d'un triple vitrage, je vais poser un triple vitrage. Honnêtement, j'ai pas de solution. L'économie circulaire, c'est récent, donc c'est juste arrêter d'avoir des solutions simples pour des problèmes qui doivent évoluer. Nos bâtiments, ils vont durer 100 ans. On fait ça pour nos enfants, petits-enfants. Et peut-être que juste si on réfléchissait un peu plus, après je suis bureau d'études, donc je vends mes missions, hein, mais si on réfléchissait un peu plus tous ensemble, on arriverait sans doute à faire des choses un peu plus intelligentes et un peu plus sur le long terme. Merci à tous. Toujours pas de... Ah si, allez, une question, et puis on part déjeuner, c'est promis. Bonjour. C'est bon. Bonjour, écoutez, c'est juste une remarque en fait. Merci beaucoup pour ce thème de rénovation bas carbone et d'économie circulaire. Je suis Hélène Genin, Association pour le développement du bâtiment bas carbone. Et je voulais en fait juste faire une précision, c'est que la rénovation bas carbone, elle intègre l'économie circulaire, mais elle ne se limite pas à ça, parce que qui dit économie circulaire dit qu'on va ôter quelque chose et ensuite le renvoyer dans une filière de recyclage ou le remployer. Mais il y a un élément important aussi dans la rénovation bas carbone, c'est de ne pas déconstruire.
Tout ce qui est gros œuvres, infrastructures, sont des éléments qui ont un poids carbone phénoménal, en fait, sur un bâtiment. Et tout comme il a été indiqué qu'il fallait effectivement, quand on arrive sur un chantier de rénovation, se demander ce qu'on pouvait en fait recycler ou réemployer, eh bien, un diagnostic ressources le permettra de le faire. Il y a aussi ce qu'on va garder et qu'on ne va pas toucher. Et donc, il faut avoir ça en tête, c'est que le gros œuvre, en fait, qui peut durer longtemps, eh bien, c'est la part majoritaire de l'empreinte de la phase construction. Donc voilà, c'est ce que je souhaitais juste rajouter par rapport à ce sujet de l'économie circulaire par rapport à la rénovation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, c'est vrai que la table ronde étant un peu courte en termes de timing, on n'a pas été tout à fait exhaustif, mais je pense qu'il n'y a pas de débat sur ce genre de sujet. Voilà. Merci beaucoup. Donc du coup, merci particulièrement à tous les quatre de vous être prêtés au jeu de la table ronde et du temps court.